Cultination, bonjour. Imaginez un instant que vous passez 45 ans de prison avant de découvrir qu'en réalité vous êtes accusé à tort et que vous êtes innocent. 45 années de votre vie perdues derrière les barreaux alors que vous n'y êtes pour rien. Une vraie tragédie, n'est-ce pas? Figurez-vous que dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir des histoires de personnes qui ont fait de la prison à tort et pour qui leur innocence ont pu être prouvée après plusieurs années écoulées. Des histoires de personnes innocentes à qui on a retiré la liberté durant plusieurs années. Des années qu'on ne peut malheureusement jamais récupérer. Allons vite découvrir leur triste histoire. En passant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne, cela nous ferait énormément plaisir. Allez, on commence! En 1977, Lawrence McKinney, 22 ans, est reconnu coupable et condamné avec un autre individu pour le viol d'une femme à Memphis, dans le Tennessee, après que la victime, une voisine, l'a identifié. Comme il ne reconnaissait pas les faits, il a reçu la peine maximale en 1978, c'est-à-dire 115 ans de prison. En 2009, Lawrence McKinney est sorti de prison blanchi après que des tests ADN ont prouvé qu'il ne se trouvait pas sur la scène du crime au moment des faits. Pour 31 ans, 9 mois et 18 jours injustement passés en prison, l'État du Tennessee lui accordera une compensation de 75 $. 75 $, vous vous rendez compte? 75 $ alors qu'il a passé 31 ans de sa vie en prison? Mais c'est une blague? C'est vraiment scandaleux! Dans la prochaine histoire, on ne parle pas de 31 ans de prison, mais de 40. Craig Collet a toujours clamé son innocence, mais avait été reconnu coupable en 1978 des meurtres de son ancienne petite amie Rhonda Wicht, 24 ans, et de Donald, le fils de cette dernière, âgé de 4 ans à l'époque. Ce vétéran de la guerre du Vietnam avait été condamné 2 ans plus tard à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération. Craig Collet a dû attendre près de 40 ans pour être enfin libéré, gracié par le gouverneur de Californie après que des expertises ADN eurent prouvé son innocence. Il conclut par la suite avec la municipalité de Simi Valley en Californie, responsable de sa condamnation injustifiée, un accord lui octroyant 21 millions de dollars à titre de dédommagement. Craig Collet a notamment été condamné sur la foi du témoignage d'un voisin qui a assuré avoir vu son véhicule quitter les lieux du crime. Les 2 victimes avaient été retrouvées mortes dans leur lit. La jeune femme avait été frappée, violée et étranglée tandis que son fils avait été étouffé. En 2016, la police et l'accusation ont rouvert l'enquête qui a permis de découvrir de nouvelles traces ADN. En l'occurrence, du sperme recueilli sur les draps de la victime qui ne concordait pas avec l'empreinte génétique de Craig Collet et l'ont déclaré innocent. 40 années écoulées, ceci est vraiment triste quand même. Il est temps de passer à l'histoire de Wilbert Jones. Wilbert Jones a été libéré après avoir passé près d'un demi-siècle en prison pour un viol qu'il n'avait même pas commis. C'est le moment que Wilbert Jones attendait depuis près d'un demi-siècle, ses premiers pas en tant qu'homme libre. L'homme a été relâché à Baton Rouge en Louisiane, aux États-Unis. Il avait été condamné à 19 ans pour un viol qu'il n'avait jamais commis. Il a été innocenté à l'âge de 65 ans après avoir passé plus de 2 tiers de sa vie derrière les barreaux. La liberté. Après 45 ans et 10 mois de prison, voilà ce qui me vient à l'esprit. La plus grande partie de ma vie m'a été volée pour quelque chose que je n'ai pas commis. Maintenant je vais profiter de la vie, a déclaré à la presse Wilbert Jones. Wilbert Jones avait 19 ans lorsqu'il avait été arrêté en 1971 pour l'enlèvement et le viol d'une infirmière sur un parking d'hôpital de Baton Rouge. Il avait été condamné à la perpétuité en 1974. Le verdict de l'époque ne reposait que sur le témoignage de l'infirmière. Face aux hommes qui lui avaient été présentés par la police, la victime avait désigné l'un d'entre eux tout en reconnaissant que son agresseur était plus grand et avait une voix plus grave. Un témoignage bancal qui avait pourtant envoyé Wilbert Jones derrière les barreaux à vie. Il y a plusieurs années, le dossier rebondit grâce à un groupe d'étudiants en droit. Ils apportent de nouvelles preuves qui accablent un autre suspect et rendent possible sa libération. Entouré par son frère et sa nièce, Wilbert Jones passe dorénavant ses journées dans la peau d'un homme libre.
Kirsten Blaise Lobato est un Nevada femme qui était disculpée pour le meurtre et la mutilation en juillet 2001 de Durand Bailey, un sans-abri de Saint-Louis qui vivait à Las Vegas au moment de sa mort. Lors de son premier procès en mai 2002, elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à 40 à 100 ans de prison. En 2006, nouveau procès. Elle a été reconnue coupable de frais moindres d'homicide volontaire et condamnée à 13 à 45 ans. Le cas de Lobato a acquis une notoriété significative en raison de la publication de nouvelles preuves, qui selon certains indiquent son innocence du crime. Il n'y avait aucune preuve matérielle que Lobato était près de la scène de crime. Elle avait de multiples alibis qui la plaçaient à Panaca. Alors comment a-t-elle été condamnée ? Potkin a expliqué qu'en mai de la même année, Lobato avait été attaqué sur le parking d'un hôtel à Las Vegas, mais avait réussi à s'enfuir en tranchant l'aine de son agresseur avec un couteau. Elle n'a jamais signalé l'incident à la police, mais lorsqu'elle est retournée dans sa ville natale, elle en a parlé plusieurs fois à ses amis et sa famille. 2 semaines après que Bailey a été retrouvé mort, une personne à Panaca avait entendu parler de ce qui était arrivé à Lobato et avait appelé la police pour les informer de tout crime impliquant un homme blessé à l'aine avec un couteau. Les détectives de la police métropolitaine se sont rendus à Panaca pour parler à Lobato de l'affaire Bailey, en raison de la description similaire de la blessure. Lobato a cru qu'il se posait des questions sur son attaque et leur a raconté son histoire. Ils ont cru qu'elle avouait l'homicide et l'ont arrêtée. Le 29 décembre 2017, Lobato a reçu l'ordre d'être libéré du département correctionnel du Nevada. Il a été rapporté le 2 janvier 2018 que Lobato passera une autre année en prison pour un incident sans rapport. Pourtant, le 3 janvier, le même juge qui avait ordonné la libération initiale de Lobato l'a également ordonné pour cette question sans rapport, citant la purge de prison. Lobato a été libéré du centre de détention du comté de Clark vers 14 h le 3 janvier 2018. Après avoir été emprisonné pendant 11 ans et 3 mois depuis que sa caution provisoire a été révoquée suite à ses condamnations le 6 octobre 2006. La prochaine histoire est celle de Kwame Achamu. Son vrai nom est Ronnie Bridgman. Il a changé de nom en prison. En 1975, il a été reconnu coupable du meurtre d'un vendeur de Cleveland, sur la foi du seul témoignage d'un garçon de 13 ans. Bridgman était lui-même adolescent quand il a été condamné à mort. Sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité en 1978. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2003, mais vivait encore avec la disgrâce de sa condamnation. Puis, en 2014, le témoin a déclaré devant un tribunal que sa déposition initiale était fausse. Ce témoignage a innocenté 3 personnes, Achamu, son frère Willie, Bridgman et leur ami Ricky Jackson. L'histoire de Mark Denny n'est hélas pas plus joyeuse. Quand il avait 17 ans, il a été accusé d'être l'un des 4 hommes qui ont volé un Brooklyn Burger King et violé une employée de 18 ans. L'agression a eu lieu en décembre 1987 et en février 1989. Denny a été condamné à 57 ans de prison lorsqu'un jury l'a déclaré coupable de viol, de sodomie, de vol et de coercition. En 2009, le projet Innocence s'est occupé de son cas et l'a porté devant l'unité d'examen des condamnations du procureur du comté de Kings, qui a déterminé que Denny n'était pas présent à Burger King cette nuit-là. Dans un avis de réclamation, Denny a déclaré qu'il avait été ciblé et encadré par plus de 12 détectives du NYPD et allégué qu'ils avaient obtenu sa condamnation en inventant des preuves et en ne vérifiant pas son récit de ce qui s'était passé. De plus, le dossier accusait les détectives de refuser intentionnellement d'enquêter sur d'autres pistes évidentes, notamment en testant les preuves médico-légales recueillies sur les lieux après l'incident. On est arrivé désormais à l'histoire que je trouve la plus triste d'entre tous, celle de George Stinney. Les faits remontent à 1944.
George Junius Teenegier n'a alors que 14 ans. Ce jeune garçon noir est condamné pour le double meurtre de 2 jeunes filles blanches, Betty June Binnicker, 11 ans, et Mary-Emma Thames, 8 ans, dans le comté de Clarendon, en Caroline du Sud. Le 23 mars 1944, les corps des 2 enfants portés disparus depuis 24 heures sont retrouvés. Elles ont été battues à mort. Mais à ce moment-là, quels éléments lient le garçon à l'affaire? Rien, mais George serait le dernier à les avoir vues vivantes. Il serait allé de lui-même le signaler à l'équipe de recherche après avoir vu un avis de recherche. Les 2 fillettes qui se promenaient à vélo s'étaient arrêtées devant chez lui pour lui demander où elles pouvaient trouver un certain type de fleurs. Le lendemain de la découverte des corps, il est arrêté. Et le surlendemain, accusé d'homicide au 1er degré. Le 24 avril se tient le procès, un des plus rapides de l'histoire. George est le seul suspect, aucun témoin n'est appelé à la barre. Après 10 minutes de délibération, le jury, composé de 12 hommes blancs, rend son verdict. Condamnation à mort par la chaise électrique. L'exécution a lieu 3 mois après le crime, au petit matin du 16 juin 1944 dans la prison de Columbia. Pendant que le garçon s'avance jusqu'à la chambre d'exécution, une bible à la main, quelques témoins assistent à la scène, dont le récit effroyable fait le tour de la planète. Les bourreaux éprouvent des difficultés à attacher le jeune homme à la chaise en raison de sa petite taille. Sa bible est ainsi placée sous ses fesses afin de le rehausser. Son masque, censé couvrir son visage, est lui aussi trop grand et tombe pendant l'exécution, exposant à l'audience son visage qui se tord de douleur. 4 minutes plus tard, George Tinney est déclaré mort. L'affaire est devenue le symbole pour les militants du monde entier de la barbarie. Alors que plusieurs avocats se battent depuis des années attestant que George Junius Teenegier, le plus jeune condamné à mort de l'histoire moderne des États-Unis, était innocent au moment de son exécution, le juge Carmen Mullins vient d'annuler la décision de justice qui l'a conduit à mort il y a 70 ans. Pauvre petit. On parle maintenant de l'histoire de John Boone. John Boone n'avait que 14 ans lorsqu'il a été jugé et condamné en 1991 pour l'assassinat de Rolando Nasher, un agent de correction qui n'était pas en service. Il a été libéré 17 ans plus tard après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle à vie. En 2006, il a empêché la tentative de viol d'une conseillère de la prison. Il avait toujours soutenu qu'il était innocent et prétendait avoir été piégé par l'ancien détective new-yorkais, déshonoré aujourd'hui, Louis Scarcella, qui a maintenant la soixantaine. Monsieur Boone s'est battu pour laver son nom et a finalement été innocenté des accusations par le juge Sean Diaz Simpson de la Cour suprême. Nous espérons que cela n'arrive jamais, mais pour une raison ou une autre, cela arrive parfois malheureusement. Pouvez-vous imaginer la trahison, l'injustice et l'impuissance que vous ressentez lorsque vous êtes emprisonné pour quelque chose que vous n'avez pas commis? Et à votre avis, quels sentiments ces personnes qui étaient innocentes ressentaient dans leurs cellules? Mais qui écoutait leur appel désespéré à l'innocence? Malheureusement, personne. Partagez avec nous en commentaire l'histoire qui vous a paru la plus triste. Et n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo et à vous abonner, cela nous ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Cultination.